Bonjour à tous. On commence? Je crois que c'est l'heure. Attention, ça commence. Je l'ai pas rallumé. Ça ira mieux comme ça. Ça marche pas. Faut être Connecté. C'est bon. Ouais. C'est parti. Le burn-out va-t-il passer de mode? Véritable tendance? Il est résolument trop construit, effectivement, mais nous allons voir ça dans un reportage de Paris désormais. Oui, alors hier j'ai essayé le dernier restaurant, le restaurant avec burn-out. J'ai trouvé que c'était pas vraiment meilleur qu'ailleurs, hein, franchement, je conseille pas. Moi, je fais un burn-out tous les matins parce que ça me revitalise. Faut vraiment se sentir bien, c'est important. Pas meilleur moyen de commencer la journée. Hein. D'ailleurs, petit quiz, hein, parmi vous, qui fait un burn-out tous les matins hein, donc, ouais, vous pouvez lever la main, on va pas vous juger. Hein, si vous en faites deux, c'est bien, hein, mais voilà. Non. On va faire le point. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui se sentent fatigués? De manière chronique. Ouais, qui ont mal au dos. Voilà, voilà, on voit des mains qui se lèvent. Voilà. Ah, puis on a des fringales incontrôlables, on mange n'importe quoi. Des Smarties toute la journée. Voilà. Des frites le soir. On a du mal à se lever. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, puis, alors on pense tout le temps au travail. Le café. On pense tout le temps au travail. Voilà. Hein, parfois on se dit je vais arrêter le sport parce que j'ai pas le temps. Puis... Voir ses amis. Ça tient. Un jour par semaine, c'est déjà bien. Hein. Est-ce que vous arrivez à crier sur vos enfants si certains en ont, par exemple? Jamais, hein, jamais, on est d'accord. C'est eux qui nous crient dessus. Hein. C'est bien comme ça que ça marche. C'est ça. Non, parce que si on fait le point, dans ces cas-là, Goulven, vous en as fait combien, toi, de burn-out? Oh, moi, j'en suis à un, mais il dure bien depuis longtemps quand même. Ça, c'est je suis vachement content. Il a commencé quand? En septembre 2015. Enfin, ça dépend. Si on compte la date où j'ai été arrêté ou la date où j'ai commencé à craquer. Ouais. Ce serait plutôt mai alors. Voire plutôt tu sais quoi, moi j'en ai fait deux. Waouh, super. C'est cool, hein. Le premier, c'était en 2013. Et puis du coup, je l'ai pas bien identifié, il n'a pas été très très bien soigné. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait un deuxième en 2015. Hein, voilà. Rebelote. Et puis c'est... Ah ouais, ça colle. Hein. Ça colle ces trucs, c'est vraiment galère. Bref. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça va, c'est pas une jambe cassée non plus. Non, allez. On y va au forcing, hein, on est des winners, hein, on est là pour changer le monde, alors on y va, et puis c'est pas grave, quoi. Mais ouais, sauf que, qu'est-ce qu'on fait quand c'est le cerveau qui est fatigué, ou qui est cassé même carrément hein? Parce qu'un burn-out, ça peut arriver jusque-là. On n'imagine pas, parce que le cerveau il est bien protégé dans sa petite boîte à l'intérieur, mais on voit pas. Quand il commence à s'abîmer, c'est plus pareil, et ça fait pas mal de problèmes. Alors bon, on se dit, c'est juste un mauvais moment, un client un peu pénible, non, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que la petite grippe? Ouais. Ça c'est... Oh non, mais je suis fatiguée, c'est une petite grippe. Ouais. Puis tu fais choper tout ce qui bouge. Oui. Voilà, hein. Ouais. Tu te dis, ça ira mieux quand on rend plein de choses, hein, quand les enfants seront plus grands, quand le projet s'affinit, quand on aura enfin trouvé une librairie qui permet de générer du PDF comme on veut, quand... On sent le vécu. Ouais, quand le patron sera en vacances aussi, ça ira mieux. Oui. Quand moi je serai en vacances. Ouais. Mais Goulven, fais attention parce que tout ce que tu me dis, c'est le spectre du burn-out. Oh non, c'est nul. Non, allez, hein, c'est pas un burn-out, allez, bouge-toi, sors, va voir tes potes, ça va te faire du bien et tout, fais de la Zumba, vas-y, trop bien, quoi. C'est tellement génial, la Zumba, quand on est dépressif. Ouais, mais non, mais je peux pas, en fait. Hein, ça fait à peu près 1 an que je paye mon abonnement pour la salle d'escalade pour rien, la salle est à 1 rue de chez moi, et je n'y vais pas. Je suis allé 1 fois en 1 an. Je me dis, je vais y aller. Hein. Un jour, je vais retrouver la force, le courage, l'envie. L'envie, je l'ai encore, mais concrètement, je pensais tellement au boulot que je bossais toute la journée, puis j'y arrivais pas. Quand j'en sortais, c'était impossible de m'arrêter, impossible d'aller me reposer. Voilà. Donc, c'est un des signes, ça. Un des signes, quand on commence à dire je peux pas, je pense tout le temps au travail. C'est un des signes. Et des signes, il y en a plein. Alors bon, là, il y en a 12. L'armée des 12 signes. Beaucoup de lectures. Mais effectivement,
on est beaucoup moins efficace, on redouble d'efforts pour essayer de compenser, on n'y arrive pas. On a du mal à se concentrer, on oublie des trucs, on fait plein de petites fautes qu'on ne faisait pas avant. Qu'est-ce qu'on fait? Pour compenser, on fait des horaires à rallonge, on se dit non mais allez, je vais mettre un petit coup de collier. Qu'est-ce qu'on fait? Les vacances, c'est super, on prend 3 semaines de vacances, on rentre, on est encore plus fatigué que quand on est rentré, c'est pas possible. On est tout le temps en train de ressasser, on a des préoccupations liées au travail. L'humeur changeante, on devient super irritable, voilà, on crie sur nos enfants, nos collègues, notre famille, parce que... Bon, ouais. Et puis d'autres trucs, quoi, comme... par exemple, hein, les amis, j'en étais à planifier, avant le burn-out, j'en étais à planifier de voir les gens le petit déjeuner. Parce que déjà, le midi et le soir, j'avais 2 soirées, plus un déjeuner, et là, du coup, j'en étais à planifier le petit déj. Concrètement, j'ai pas vu une seule personne pendant des mois et des mois et des mois. Donc voilà, c'est du vécu. Mais après, pareil, je me suis mis à boire du café, alors j'aime pas ça. J'ai mal partout... ça devenait impossible, quoi. J'y arrivais plus, je n'en sortais plus. Voilà. Et puis, je devenais cynique. Je me disais, bon, je termine ce truc-là, puis après, je me barre, j'en peux plus. Voilà. On devient limite cynique avec les clients aussi, avec les collègues. Alors, on devient irritable. Ouais. On décroche le téléphone en se disant, oh là là, qu'est-ce que je vais leur dire? Là, ils me gonflent déjà, je ne sais même pas ce qu'ils vont me demander. Voilà, ça, c'est les 3 signes, les trois composantes du burn-out. Ce n'est même pas des signes, c'est des composantes. Voilà. Donc on a l'épuisement physique et émotionnel. Tous ces 3 signes, ils sont plus ou moins à quantité variable, exactement. L'épuisement physique et émotionnel. On se détache, on perd le lien avec nos amis, nos collègues, on se résigne, on devient négatif, hein, voilà, et puis on devient inefficace. Alors tout n'a pas de cause à effet, mais bon, ça se mélange un petit peu tout. Inefficace, on n'arrive pas à récupérer, on n'arrive pas à compenser, et tout demande plus d'efforts qu'avant. Ça, c'est vraiment... Alors certains vont commencer d'un côté, commencer de l'autre, etc. Moi j'ai senti d'abord l'épuisement physique, du coup ça a continué sur l'inefficacité parce que j'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus du coup à travailler et au final je me suis détaché de tout parce que je me disais mais si j'arrive plus à faire mes projets, soit je continue à me dire il faut que j'y arrive, soit je me rends compte que j'y arrive pas et il y en a un qui doit lâcher, donc je me suis détaché de tout, je me suis dit c'est pas grave, c'est juste le travail, ça n'a plus d'importance. Le souci, c'est que le burn-out, plus on le nourrit, et plus il se nourrit lui-même. Voilà. Plus on l'ignore, plus on se dit non, ça ira mieux, c'est juste... Hein. Et hop là. Et c'est parti. Mais bon, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes, hein, parce que voilà, les autres, ils y arrivent. Hein, ils bossent des heures sup de fou, 70 heures par semaine avec des gamins... Je peux en prendre qu'à moi, c'est moi qui ai pris ces heures sup-là, c'est moi qui veux faire des efforts, j'ai qu'à prendre moins d'engagement, c'est comme ça qu'on le nourrit, c'est avec ces choses-là qu'on le nourrit. Et puis alors on nous dit souvent aussi que les gens qui sont en burn-out, c'est les gens qui sont peut-être les plus impliqués, ceux qui sont je veux absolument que le projet réussisse, hein, vous comprenez, c'est important. Moi j'aime pas laisser les trucs inachevés, j'aime pas laisser les trucs avec des petits problèmes dans les coins, ça, j'aime pas. Hein, comme Steve Jobs, hein, il faut nettoyer... derrière la maison où les gens ne vont pas, parce que nous on sait. Ceux qui savent, savent. Oui, plus ou moins en fait, parce qu'on parle beaucoup des gens qui s'impliquent trop. On dit souvent que le burn-out est une maladie des battants, voilà, ceux qui en veulent, ceux qui sont super impliqués. D'ailleurs, il y a quelque chose qui se dit sur le burn-out, c'est que ça touche les gens qui sont surinvestis, les gens qui, quand ils arrivent à un poste dans une entreprise ou dans une organisation, en donnent plus que les autres et du coup mettent en place des attentes qui sont presque surréalistes. Et dès qu'ils ont une petite baisse de régime, le problème c'est que tout le monde est là, mais qu'est-ce que tu fais enfin? Ça allait mieux avant, pourquoi est-ce que tu nous sors de... Alors qu'en fait ils descendent juste à un niveau normal. Mais pas vraiment. En fait tout le monde est touché par le burn-out. Voilà. Il y a quand même 1 salarié sur 5 qui est malade du travail. Salarié, on parle même pas des autres gens qui ne sont pas salariés, c'est-à-dire qui sont au chômage ou alors chefs d'entreprise. Et 22% des pathologies qui ont un lien possible avec le travail, aujourd'hui, on les appelle des troubles mentaux du comportement. Vous voyez, c'est même pas, on n'est pas en train de dire burn-out, on dit 22% des pathologies, c'est quand même énorme, quoi. Angoisse, migraine, dépression, tout ça, c'est des troubles mentaux et du comportement. Ils sont pas liés. Voilà. Mais c'est pas vraiment un privilège pour les salariés. Hein. On dit que les salariés sont des privilégiés, mais en fait, là-dessus, on n'est pas privilégiés, pas du tout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du nombre de suicides aussi chez les agriculteurs. Ils n'y arrivent plus non plus. Hein. Voilà. C'est pas du tout pas une profession intellectuelle dans le sens où ils ne sont pas collés derrière leur ordinateur toute la journée. Et puis figurez-vous qu'on peut faire un burn-out en étant
parents à la maison, voilà, père ou mère de famille, comme on dit souvent, mère au foyer, père au foyer. On peut faire un burn-out parce qu'on n'en peut plus, quoi. Voilà, on est épuisé, on perd le sens de tout, et voilà. Ou sans avoir de travail aussi. On appelle ça un bore-out aussi. C'est-à-dire que quand on n'a pas suffisamment d'activité, on peut aussi tomber dans une spirale qui nous consume. Voilà. Il y a un article d'ailleurs du Nouvel Obs qui est paru il y a quelques jours, on n'a pas inclus dans les slides, mais qui parle des gens en fait, qui ont un métier qui ne sert à rien. Des gens qui sont payés toute la journée à écrire des rapports qui ne seront jamais consultés. C'est assez effrayant. J'aimerais pas être à leur place. Non, évidemment. Non. D'ailleurs, que dit la sécurité, la médecine du travail? Oui, parlons un petit peu de nous. Parce que si Goulven et moi sommes devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'on a gagné nos burn-out. Et ben, c'est aussi important de faire un petit retour d'expérience là-dessus. Mon retour d'expérience à moi, c'est simplement que je suis allée jusqu'au fond du burn-out. Je ne suis même pas sortie. Alors, pour la petite anecdote, hier, je n'ai pas pu venir. Alors, j'étais censée venir à l'IXI pour le premier jour, je ne l'ai pas pu. Je suis venue au dîner orateur mercredi soir et je suis rentrée, j'ai fait une crise d'angoisse. Et donc, jeudi matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit non, je ne peux pas, c'est pas possible. Ça a réveillé des choses qui étaient là il y a encore quelques mois, que je croyais parties et qui n'étaient pas parties. Et pour l'anecdote, donc mon parcours fait que très lente descente, ignorer les petits signes, machin. Bon, septembre 2015, je me suis résolue à aller voir mon médecin. J'ai quand même cumulé 6 mois d'arrêt de travail sans pouvoir, parfois même me lever le matin ou sortir de chez moi sans flipper, on peut dire, voilà. Au final, j'ai été prise en charge très très bien par la médecine du travail, mais à tel point que sur mes arrêts de travail et sur finalement la terminaison de toute cette histoire, c'était quand même marqué une maladie non professionnelle. Alors que clairement, appui de ma psychiatre avis de ma psychiatre à l'appui, c'était majoritairement mon travail qui était à l'origine de ma grande fatigue et de mon burn-out. Certes, il y avait des paramètres qui étaient personnels, c'est indéniable, parce qu'en général, ça n'arrive pas tout seul. Vous savez, il y a des tas de trucs qui s'accumulent. Et bon. Mais il s'avère que oui, la principale raison, c'était quand même mon boulot. Non, c'est pas une maladie professionnelle. Aujourd'hui, pour motif personnel, mais non, c'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. C'est assez vexant et difficile à vivre au niveau de la reconnaissance de la souffrance, parce que non, c'est pas votre travail, enfin, c'est vous. Alors, merci, quoi. Bref, revenons sur quelques chiffres, d'ailleurs, puisqu'on... je tiens à dire quand même que après, donc, là, aujourd'hui, tu continues à faire du design web comme tu faisais avant. 3-4 heures par jour, grand max. Oui. C'est pour vous dire. Mais concrètement, c'est toujours quelque chose que tu apprécies de faire. La flamme n'est pas partie, mais elle a vraiment été super, super éteinte. Elle met beaucoup de temps à revenir. Voilà. Bon, quelques chiffres. Voilà, ouais. Encore. Ouais. Ben voilà, justement, il faut... Alors, en général, les médecins s'accordent pour dire, ceux qui, en tout cas, sont sensibilisés sur cette problématique, s'accordent à dire qu'il faut entre 2 et 6 mois d'arrêt de travail pour se remettre du burn-out. Pas le guérir, s'en remettre. Voilà. Et puis, finalement, ça coûte combien la société? Ça coûte... Pour l'instant, alors, de ce qu'on a identifié, bien sûr, parce que vu que la sécurité sociale a beaucoup de mal à définir le burn-out et à le traiter correctement, pour l'instant, on est à 2-3 milliards d'euros par an, ce qui représente quand même 10 à 20% des dépenses totales de la sécurité sociale pour ce qui est des arrêts de travail et maladies professionnelles. Un salarié sur 5 pas rien. Et un cinquième du budget. Voilà. C'est pas mal quand même, hein, ça fait un petit peu... Ça fait réfléchir. Ouais. Encore des chiffres. 3 millions de Français au bord du burn-out. De ce qu'on en sait. De ce qu'on en sait, oui. Selon les organisateurs, c'est ça? Merci. C'est un tiers aussi de la population qui est soumise, qui soit traverse le burn-out, a vécu un burn-out. J'en parlais avec les orateurs, il y a pas mal de gens qui se reconnaissent dans tout ce qu'on dit là. Et puis aussi des gens même qui connaissent parmi leurs collègues, il y a un jour il est plus venu. Et il n'est pas venu pendant 6 mois. Pourquoi? Il était fatigué. Difficile de... C'est une petite déprime. Oui, voilà. Oui, parce qu'un tiers de la population soumise du stress chronique, le stress chronique c'est toujours pareil, c'est une des composantes du burn-out, c'est un des symptômes, on ne sait pas trop, machin, stress chronique, et ça fait quand même pas mal de monde sous un stress chronique.
Mais du coup, comment ça fonctionne le stress? Goulven va vous faire un petit instant science. Merci. En fait, quand on regarde le développement du cerveau, ce que nous disait hier matin l'enseignant, c'est le cerveau mature. Donc d'abord, il y a les émotions et ensuite, il y a la réflexion, le contrôle des émotions, ce genre de choses. Et ben en fait, le stress constant, alors c'est super utile le stress. Faut arrêter de dire que le stress c'est mal. Le stress, ça sert à survivre à la base. L'idée, c'est de ne pas se faire bouffer par les tigres à dents de sabre. On a réussi à tous les zigouiller, hein, mais à l'époque, c'était quand même eux qui gagnaient la plupart du temps. Donc concrètement, le stress, c'est super bien. Ça met en pause tous les systèmes qui servent à rien pour le court terme, et ça vise la survie sur le long terme. Donc c'est super intéressant. Mais par contre, quand c'est constant, ça va détruire le cerveau peu à peu, ça va l'user, c'est comme la goutte d'eau qui va transformer une montagne en vallée. Concrètement, le cortisol, quand il inonde le cerveau au quotidien, il va en fait amenuiser la possibilité de contrôle des émotions. La réflexion, c'est pareil, ça va devenir plus compliqué. Et ta capacité d'empathie disparaît. Alors, si vous avez senti ce cynisme dont on parlait déjà un petit peu avant, c'est du cynisme, alors, par moments c'est rigolo, mais on a vraiment senti ça, cette diminution totale de la capacité à être empathique avec ses collègues, avec les clients. Au début, nous, on était là, non, on ne dit jamais rien de négatif sur les clients. Ça ne se fait pas chez nous. Et puis petit à petit, en principe, dans les valeurs de l'entreprise. On ne se reconnaissait plus et on n'est même plus capable. On est tellement en mode survie immédiate que même notre dirigeant, voilà, quand on lui disait, mais je suis épuisé là. Oui, moi aussi je suis épuisé, moi aussi je travaille le week-end. Ok. Alors, vous voyez, disparition de l'empathie, quoi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de quelques mois, quelques semaines d'arrêt de travail, Goulven et moi, on s'est vus, et puis il me dit ah, c'est dingue, mes ongles poussent à une vitesse fantastique. Ça peut paraître ridicule, hein. Mais depuis que j'ai recommencé à aller mieux, je me coupe les ongles. Je ne me suis pas coupé les ongles pendant des mois. J'avais les cheveux, je me passais la main dans les cheveux, j'en attrapais une poignée, systématiquement. Je pouvais le faire 10 fois de suite, une poignée à chaque fois. J'étais en train de mourir physiquement. J'étais vraiment en train de claquer. Le médecin qui m'a arrêté m'a dit « Non mais là, il n'y a plus le choix. Hein. » Et ce qui est marrant, c'est que dans ma tête, depuis quelques semaines, quelques mois, j'avais une phrase récurrente qui me venait, qui était « Tu te reposeras quand tu seras mort. » Véridique. C'est drôle, oui, on dormira quand... Non. Ouais, non. Faites pas ça. Quand on est jeune, à la rigueur, hein, mais voilà. Faut pas être jeune trop longtemps, parce que c'est pas génial. Ouais. Plus on descend bas et plus on met de temps à remonter. Voilà, nous l'avons vécu. Ne descendez pas trop bas. Voilà. Croyez-nous, n'essayez pas. Alors du coup, bon, c'est sympa parce qu'on se dit, ça fait quand même beaucoup de choses. Un salarié sur 5 serait touché de près ou de loin par le burn-out. On a des dépenses complètement folles, les maladies chroniques, l'anxiété, la dépression, la souffrance. On fait quoi maintenant, hein? Passons au concret. Parce qu'il y a des actions quand même, heureusement. Hein, on peut suivre des formations. Sur l'intranet, ils disent il y a un module gestion du stress. Hein, c'est un truc, vous pouvez le faire en 15 minutes. Ça apprend des trucs super intéressants. Sinon, il y a des cours de Zumba organisés. Vous pouvez aller avec votre manager et Sylvie de l'accueil. Vous êtes en petite tenue et... Non mais si, puis alors du coup, oui, il y a des entreprises où ils sensibilisent les managers sur la gestion du stress de leurs équipes. On ne sait pas trop ce que ça veut dire sensibiliser, mais on va dire que, bon, moi ce que je remarque quand même sur tout ça, c'est que c'est un petit peu toujours de notre faute. Hein, voilà. C'est toujours nous qui prenons des heures sup, c'est toujours nous qui devons faire des trucs pour se relaxer, pour méditer, pour apprendre à gérer notre stress. C'est suspect. Moi je trouve ça suspect. Non? Merci. En tout cas, une entreprise où il y a des massages, c'est une bonne idée. Hein, on regarde ça. Il y a des entreprises où ils font bien Non, Basecamp, c'est Basecamp où il y a un budget massage mensuel de $100. Oui. Pour chaque employé, hein, que vous soyez là-bas ou en remote dans le monde entier. Voilà. Je dis ça, je dis rien. On n'a pas réussi à l'avoir. On a voté pour, mais on n'a pas eu. Alors bon, on va guérir, quoi. Hein, mais concrètement, je ne suis pas médecin, mais on ne met pas des pansements sur les fractures ouvertes. Quand il y a un problème comme ça, il faut agir, il faut faire quelque chose. Parce que, comme on dit souvent, le burn-out, c'est quelque chose d'individuel, quoi. Enfin, sauf que nous, dans notre équipe, on était 6.
il y a eu 2 burn-out simultanément, et les autres personnes étaient quand même particulièrement chargées, particulièrement fatiguées, avec pareil des problèmes d'empathie qui diminuent, etc. Enfin, c'était vraiment... Enfin, pourquoi n'ont-ils pas été en arrêt de travail? Parce qu'ils ont simplement refusé l'arrêt de travail que leur médecin leur proposait. Aussi. C'est ça la magie du burn-out, c'est qu'il y a il y a un tel point de déni qu'on est mieux, non, mais non. Oh. Bref. Voilà. C'est très... Voilà, le burn-out, il intervient ici, hein, au niveau de l'individu. Mais il y a quand même pas mal de couches, en dessous, au-dessus, comme vous voyez, périphériques, où finalement, bah non, mais une entreprise ne fait pas de burn-out. Bah non, la manière dont on travaille, elle ne fait pas de burn-out, puis la société ne fait pas de burn-out. Enfin, bon, bref. Mais c'est la manière dont on travaille aujourd'hui. Bah, en fait, oui, on est toujours en train de parler des inégalités, du contrôle, de la hiérarchie, de la méfiance, tous ces termes un peu... Oh, les chiffres, les chiffres, oui, je veux parler chiffres. C'est horrible. D'ailleurs, finalement, voilà, il y a un petit éléphant, il n'est pas là pour rien. Je ne sais pas si vous savez, mais quand les éléphants sont tout petits, on les conditionne, on leur met une chaîne très solide, on les attache à un piquet très solide, et on les laisse se débattre jusqu'à ce qu'ils comprennent que quand ils sont enchaînés par le cou, il n'y a pas moyen de s'échapper. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont grands dans les zoos, dans les cirques? Ben, on prend une petite cordelette, un tout petit piquet en bois, on plante là, l'éléphant ne bouge pas, c'est fantastique. Voilà. Est-ce que vous vous sentez pas un petit peu comme ça, vous aussi? C'est-à-dire qu'on se prend tellement de murs dans notre vie professionnelle qu'on se dit, bon, ah bah là, je peux plus y aller de toute façon, donc j'essaye plus. Donc on se limite nous-mêmes et notre espace de liberté, bah, il est régi par des choses un petit peu absurdes, juste parce qu'à un moment, on nous a dit, non, là, tu peux pas y aller, là, ça, tu peux pas le dire, ça, tu peux pas le faire. C'est quand même assez terrible. Ça, c'est les conditions de travail aujourd'hui, je dirais à peu près. Bon. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive plus à rien tenter? Enfin, je voudrais que tous ceux dans la salle qui sont des éléphants lèvent la trompe. Non, parce que concrètement, on nous donne souvent beaucoup de responsabilités. Vous comprenez, vous avez fait 10 ans d'études, vous avez vécu 3 crashs boursiers, voilà, vous avez vu pas mal de choses. Donc, on vous donne des responsabilités, parce que c'est bien d'avoir des responsabilités, ça permet de justifier d'avoir un salaire un peu élevé. Mais par contre, le pouvoir de changer les choses, ça c'est compliqué. Hein. Ouais, non, le pouvoir, on le garde en haut dans la hiérarchie. C'est la hiérarchie qui doit décider les choses. Non, vous avez les responsabilités. Si ça plante, c'est votre responsabilité, c'est sur vos comptables. Le pouvoir, non, vous n'avez pas le droit de changer les choses, parce que, quand même, ça veut dire la hiérarchie qui a décidé de ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'angoisse. Ça, c'est scientifique, hein, c'est démontré. Responsabilité sans pouvoir, c'est juste du stress, c'est juste de l'angoisse, et vous allez craquer au bout d'un moment. J'ai un exemple très concret là-dessus. Admettons quelqu'un qui est en charge de prévoir des réunions, des interventions pour un de ses collègues. Voilà. C'est une personne qui est là, qui va faire le tour de toutes les conférences disponibles dans le coin, et puis qui va dire, tiens, je vais booker ce slot pour mon collègue, et puis peut-être que ça l'intéressera, machin. C'est son rôle, voilà, elle est là pour ça. Et puis le collègue, à chaque fois, il fait, non, je peux pas y aller là, c'est sympa de l'avoir booké, mais non, je peux pas. Puis là, non, ça m'intéresse pas, du coup, je peux pas faire ça. La personne en charge de booker les slots, elle va être là, au bout d'un moment, elle va ressentir de la frustration, elle va dire, mais ça sert à rien que je le fasse, à chaque fois il dit non, ça sert à quoi? Donc voilà, on se retrouve dans la peur, la frustration, l'angoisse, et puis finalement, à la fin, tu es résigné, tu dis non, mais je vais arrêter, ça sert à rien. Bon, alors on fait quoi? Voilà. D'ailleurs, tu fais quoi dans la vie? Hein, c'est ce qu'on demande souvent. Hein, moi, je suis développeur. Moi, je travaille chez Google. Moi, je suis graphiste, designer, etc. Non, en fait, on se définit très souvent, presque plus par notre poste que par notre prénom, que par notre personnalité, notre sensibilité. Je sais pas, moi, je suis quelqu'un qui a fait le tour du monde. C'est chouette à dire. Moi, je suis émotive, dans le bon sens du terme. Donc, vous imaginez si j'ai rencontré des gens qui me disaient « Alors, tu fais quoi dans la vie ?» Moi, je suis émotive. Alors, c'est beaucoup plus safe de dire ouais, moi je suis développeur, ou moi aussi. Je savais pas, vous imaginez pas le nombre de développeurs qu'il y a, hein. Je me présente, je fais des sites web, ouais, moi aussi. On est une légion, quoi. C'est comme un animal, quoi. Il y en a partout. Mais du coup, on se retrouve enfermé là-dedans. Voilà. D'ailleurs, ça m'est arrivé. Alors, bon, on va passer vite, parce qu'on a quand même pas mal de diapos, de choses à vous dire, mais concrètement, dans une des boîtes où j'ai bossé, j'étais un développeur back. J'étais embauché comme ça, et il y avait un gros besoin de développement front. Donc, je me suis dit, je vais prendre ça en charge, parce que le site est quand même moche, et les 5 sites n'ont aucune similarité entre l'intranet, l'extranet, etc. C'est développeur front à la base, quand même. Oui. Oui.
Non, t'as été embauché comme développeur back. Voilà. J'ai été embauché comme développeur back, c'est ce dont ils avaient besoin. Moi, quand j'ai vu les sites, j'ai fait, non, vous avez d'abord besoin d'un développeur front, vous pouvez en prendre un autre en back. D'ailleurs, ils en ont pris 4. Mais concrètement, ouais, voilà, il y avait quelque chose à faire. Et à tous les entretiens annuels d'évaluation, mon manager me disait, ouais, non, mais t'as encore pas touché à la base de données. T'as encore aucune idée de comment fonctionne le modèle de données. Non, mais par contre, j'ai amélioré le site. Il met plus 30 secondes à s'afficher, il met 5. Bon, il y a encore des améliorations à faire, mais voilà. Et tout ça, c'était, ah bah non, bah, je peux pas t'augmenter puisque tu fais pas le travail de développeur back pour lequel on t'a embauché. Voilà. Et t'as fait quoi du coup? Je suis parti. J'ai essayé quand même, hein, j'ai essayé de changer dans pas mal de choses. Je me suis retrouvé à essayer de mettre en place des choses. Ah oui, on n'a pas le temps, mais quand même. Concrètement, ils embauchent 300 personnes, ils leur font faire de la saisie au kilomètre. Et ces personnes-là, donc, voilà, elles reçoivent un dossier, il y a une adresse, il faut saisir l'adresse dans un écran. 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 9 écrans suivant les produits. Et évidemment, les écrans, c'est long. Donc ces personnes-là sont payées. Voilà. Il faut un quart d'heure pour saisir un dossier. Pour rien. Alors il y a une armée de développeurs. Il y en a 100 dans les mêmes bureaux qui sont là pour faire en sorte que les gens qui sont sur Internet, ils saisissent le dossier le plus vite possible. Je ne sais pas si vous imaginez, moi je voyais pas comment ça pouvait fonctionner. Et concrètement, ben voilà, c'est des choses qui auraient pu changer, que moi je voyais comme indispensables et source de profit pour l'entreprise, mais non, j'étais un développeur back qui faisait du front et qui essayait d'intervenir sur des problématiques que l'entreprise ne voulait pas voir. Donc voilà, la description de poste finalement m'a complètement enfermé et moi je n'aime pas être enfermé, donc je me suis barré. Tu t'es enfermé par la peur en fait, c'est ça le problème, c'est que l'entreprise aujourd'hui, de manière générale, nos méthodes de travail en tout cas, favorisent la peur de l'erreur, de l'échec, la peur de la sanction, la peur des chiffres aussi, parce que même à un niveau managérial, on a peur des chiffres, il y a certains managers... je dirais qu'ils sont dans des strates intermédiaires qui sont obligés de produire, quoi. Et c'est de ce stress-là, la peur du jugement aussi, de proposer une nouvelle idée, puis de se rendre compte que on sera traité comme des moins que rien, ou on sera juste pas écouté, simplement ignoré. Voilà, notre temps, notre activité, nos métiers sont gérés par la peur. Sauf que... Ah, je sais pas si vous connaissez la référence. Voilà. Sauf que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Quand je dis tout le monde, c'est... Il y a des entreprises comme ça, dans le monde entier. Hein. C'est pas juste localisé à un endroit de la Gaule. C'est des entreprises dans le monde entier. Il y en a qui sont en France, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont disséminés sur la planète entière. Voilà, ils font des tas de trucs, mais voilà. Et par exemple, sur la peur, et la peur d'être viré, par exemple, parce que c'est quand même une angoisse qu'on a un peu tous, hein, c'est oh là là, j'ai fait une boulette, qu'est-ce qui va se passer? Là, chez Valve, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit studio qui fabrique des jeux vidéo. Vous savez, j'ai vu une vidéo l'autre jour, quelqu'un qui expliquait qu'à un moment, pendant une émission, ils avaient un jeu qui tournait sur Internet en même temps que la télé, et tout d'un coup, Internet est tombé. Quand je dis Internet, c'est Internet. En fait, les débits mondiaux se sont cassés la figure. Pourquoi? Parce que Steam faisait des soldes. C'est le solde. Internet tombe. Voilà, c'est eux. La citation importante, c'est que, on n'a jamais viré personne chez Valve sous prétexte qu'il ou elle a fait une erreur. Ça n'aurait aucun sens d'agir de cette manière. Parce que l'erreur, c'est l'essai. Si on se trompe, c'est qu'on a essayé, donc on a osé. L'erreur, c'est aussi apprendre. On ne peut pas s'arrêter au stade du brouillon. Si on publie le brouillon directement, c'est qu'il y a un problème. L'itération, enfin voilà, vous êtes tous sensibilisés à ça, l'itération, c'est important. Moi, j'ai une méthode de travail, on a une méthode de travail qui est beaucoup basée sur l'échec, parce que voilà, il faut se tromper pour tâtonner et trouver la bonne chose. Parfois, il faut un temps incroyable pour arriver à quelque chose de bien. Et on ne peut pas sanctionner des gens sous prétexte qu'ils se sont trompés. Non, ça n'a pas de sens. C'est en tout cas chez Valve. Et en parlant de virer des gens, tiens, voilà, revenons aux bonnes bases. L'illusion du contrôle. Je me rappelle une fois, on nous a demandé de remplir une évaluation chiffrée de plein de tâches pour dire combien de temps ça prendrait. Ça nous semblait tellement aberrant et inutile et une perte de temps qu'on a mis les chiffres au hasard. Ah oui, parce que l'objectif, c'était pas vraiment de chiffrer le projet, c'était de remplir la feuille. Notre manager voulait qu'on remplisse la feuille. On a rempli la feuille. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un peu confiance
Est-ce qu'on fait complètement confiance? Pas du tout confiance? Et est-ce qu'on peut faire un peu confiance? Je ne demande pas la réponse, hein, mais réfléchissez-y. Ouais, non, mais si, donnons la réponse. Et la confiance, c'est binaire, c'est oui ou c'est non. On ne fait pas un peu confiance, on fait complètement confiance. Ou alors si on fait juste un peu confiance, c'est qu'en fait on ne fait pas vraiment confiance du tout, parce qu'on va quand même contrôler derrière. L'illusion du contrôle, voilà, contrôler le matériel, contrôler que les règles sont bien respectées, contrôler les horaires aussi. Ça, c'est des toutes petites sources de stress, et c'est paf, des gouttes de cortisol qui tombent dans votre tête chaque matin, parce que, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on fait contre l'illusion du contrôle Ah mais non, ouais, si, vas-y, non, parce que... Bon, bref. Non, mais si. Non, j'étais déjà sur la scène d'après. Oui. La citation qu'on voulait vous donner, c'est... Il y a Jean-François Sobrist, qui est le DG de chez Favi, une des entreprises dont on va vous parler un peu plus loin, qui dit, moi, j'aime pas le paradigme des entreprises actuelles, qui est on veut savoir pourquoi on perd de l'argent. Lui, il préfère gagner de l'argent sans savoir pourquoi. C'est quand même vachement plus sympa. Mais parce que vous n'imaginez pas le temps qu'on passe à contrôler, en fait. On revient à la même chose, hein, voilà, responsabilité moins pouvoir égale angoisse, et les managers aussi. Voilà, il y a des gens qui se retrouvent à des postes de gestion, d'encadrement d'équipe, et qui ont la responsabilité de faire marcher les choses, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Est-ce qu'un patron peut décider qu'il y aura moins de bugs? Est-ce qu'il peut décréter qu'il y aura moins de bugs? Il peut mettre les conditions en place, mais il ne peut pas le faire lui-même. Il n'est pas en train d'écrire le code, il n'est pas en train de... Voilà. Le programme, il contrôle, il sévit. Et pour les managers de strates intermédiaires, c'est quand même vachement angoissant parce qu'il y a au-dessus, on leur donne des chiffres, et en dessous, ils ne peuvent pas contrôler les gens. Ils peuvent essayer de taper dessus avec un bâton ou une carotte, mais... Oui, mais c'est quoi la solution? Pratiquer le laisser-faire. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? En tout cas, chez Favi, c'est une entreprise donc, qui fabrique de métallurgie. Une super boîte apparemment. Dans le bouquin, en tout cas, ils disent beaucoup de bien. Ils ont supprimé les pointeuses. Il y avait une hiérarchie hyper stricte avec les cols blancs, les cols bleus, certains qui étaient devant les machines, d'autres qui étaient dans les bureaux. Ils avaient des séparations. Les cols blancs, ils étaient jamais de pointeuses, tout ça, la machine à café, le self séparé. Et les ouvriers, par contre, oulala, faut pas, ils peuvent nous tâcher. Donc, ils étaient séparés concrètement. Et ils avaient une pointeuse. À chaque minute, il fallait qu'ils soient devant leur poste. Et s'ils n'étaient pas assez présents dans leur poste, ou s'ils n'avaient pas rempli leurs chiffres, leur salaire était réduit. C'est génial, hein? Du jour au lendemain, ils ont supprimé les pointeuses. Et ils ont vu ce qui se passait. Vous voyez, chaos créatif. Ils se sont dit, voilà. En fait, les employés ont trouvé des solutions eux-mêmes. Ils se sont rendus compte que l'engagement augmentait, que les gens faisaient quelques heures sup, mais qu'ils faisaient mieux leur travail, qu'ils étaient plus à l'aise et qu'ils étaient beaucoup moins stressés par la peur de venir pointer à l'heure. Voilà, chez Valve aussi, ils ne recrutent pas les gens pour quelque chose, ils les recrutent en disant vous êtes bon, on sait que vous êtes bon, vous allez trouver vous-même les projets, vous allez intervenir. Il n'y a pas quelqu'un qui vient, qui vous guide, qui vous dit assieds-toi là, fais ça. D'ailleurs, ça fait peur, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Mais concrètement, c'est comme ça qu'il fonctionne et ça marche plutôt bien. On parle de l'holacratie, ça y est, on a lâché le mot. Allez. C'est une des solutions qu'on vous propose pour aller loin quand même. Hein, mais voilà. Dans un système holacratique... Qui a déjà entendu parler de l'holacratie? Ah oui. Ah, vous faites plaisir. Oh, le bonheur, quoi. Merci. Donc vous voyez, dans un système holacratique, on ne se focalise pas sur l'argent et l'objectif. Les bénéfices sont une conséquence. Ce qu'on disait sur Favi, c'est on a fait de l'argent, c'est tant mieux. Mais c'est pas la raison d'être. Voilà, on est d'accord. Lâcher prise sur les chiffres. Ouais. Et alors ça, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Elon Musk, un gars qui essaye de mettre des gens sur Mars. Et, voilà. L'autre jour, il s'est rendu compte que les voitures consommaient de l'énergie de manière inefficace et que les voitures électriques, ce serait pas mal. Ce serait pas mal que ça arrive. Ce serait pas mal que ça arrive avant qu'on ait un réchauffement climatique de 15 degrés. Voilà. Et donc lui, il dit, the moment the person leading a company thinks members have value in themselves, the company is done. The moment CFO becomes CEO, it's done. Game over. Et voilà, bon, en français, ça veut dire que concrètement, si on commence à évaluer les chiffres et à penser que les chiffres ont une valeur en eux-mêmes, l'entreprise est finie parce qu'elle va se focaliser que sur les chiffres et les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Comme on dit, il y a les mensonges, les fiers mensonges et les statistiques. Je ne sais pas si vous connaissez la citation.
Mais c'est vrai parce que oui, non, ouais, voilà, finalement on parle de hiérarchie, de chiffres, machin, il y a des gens qui contrôlent les chiffres en permanence. Un système hiérarchique, en fait, son problème, en tout cas selon nous, c'est qu'il infantilise tous les rapports dans l'entreprise. C'est-à-dire que finalement, le manager ou le patron, c'est celui qui a le paquet de bonbons et il les distribue un petit peu au hasard. Parfois c'est rationnel, parfois ça l'est pas du tout. Voilà, il n'y a pas de grille, on s'en fout, c'est un peu tiens, voilà. Puis les gens se disent oui, il a eu un bonbon, pourquoi moi j'en ai pas voilà. Toutes les relations sont un peu. Les gens se battent pour les bonbons, se battent pour que les autres n'aient pas les bonbons. Enfin, c'est le bâton, la carotte, tout ça. Voilà. Ça c'est génial aussi. Voilà, il y a des techniques. Voilà, toujours. Très efficace. Hein. Un bébé, 1 mois, ça marche très bien. Il faut 9 femmes. Voilà, c'est une croyance encore assez répandue. Voilà, alors quel est le vrai rôle du manager hein, parce que voilà, il y a des managers qui ont quand même, qui viennent pas pour taper sur les autres. Sauf s'ils sont en mini burn-out et qu'ils sont en train de perdre leur empathie. C'est un lien tout ce qu'on raconte. Ouais. Voilà. Chez Google, Rick Fernandez, en tant que directeur du développement exécutif, son travail, c'était de faire en sorte que les gens dans la production soient le plus heureux, le plus en meilleure santé et productifs. Ça va ensemble. Il voulait que les managers produisent des environnements qui permettent aux équipes d'être les plus heureuses possibles. Parce que bizarrement, une équipe productive, il faut qu'elle soit en bonne santé, puis qu'il faut qu'elle soit heureuse. Puis c'est marrant, ça rapporte. Et toujours pour parler du lâcher-prise, chez Burnsort, alors c'est une entreprise qui est aux Pays-Bas, voilà, merci, qui, en fait, il y a des coachs régionaux, des gens qui sont là pour aider les gens à résoudre les problèmes. Donc c'est des petites équipes de maximum 15 personnes, et quand ils ont des problématiques qu'ils n'arrivent pas trop à résoudre, ils appellent le coach, sauf que les coachs, au début, ils ont commencé à prendre un petit peu l'aval sur les autres et à décider pour eux. Donc, il a été décidé, non, vous les verrez que 3 heures par mois maximum. Vous êtes vraiment là pour juste donner des conseils et aider les gens à voir autrement les choses, mais pas plus. Tu te souviens combien il y a de coachs régionaux pour je crois qu'elles sont... Combien d'infirmières chez Burnsort Alors, il y a 7000 personnes dans l'entreprise, mais ils ont une croissance monstrueuse. Hein, c'est plus de 200 personnes tous les mois. Il y a une trentaine de coachs, c'est un chiffre vraiment plus petit. Ouais. Bah oui, 3 heures par mois, tu peux voir des gens. Hein. Enfin voilà. Ah oui, et puis les problématiques aussi, ça c'est un truc qu'on a vécu, c'est les projets. Ça prend des mois, et puis à la fin on a un petit merci. Alors qu'on a eu des bugs pendant. On vous a foutu la pression, on vous a dit allez, mais le client n'est pas content, il a encore appelé, c'est toujours comme ça, et on oublie complètement que voilà. Ah oui, au fait. Merci. C'est pas grand-chose, mais. Ta petite anecdote, tu avais bossé pendant des mois sur un projet. Apparemment, il y a eu une standing ovation, il y a 40 000 personnes qui se sont mis à l'utiliser, le truc, et j'ai eu un. Ah oui, au fait, le client me dit merci. Véridique. Ça participe au burn-out aussi. Et puis, un truc tout bête, mais le cerveau a besoin de récupérer, autant que les muscles. Je sais pas si vous courez un marathon tous les jours, mais c'est quand même dur. Ouais. Et puis après l'effort, le réconfort se fait toujours du bien. Hein, une petite bière en fin de sprint, voilà. Vous faites ça entre vous, c'est-à-dire qu'à la fin d'un gros projet, est-ce qu'il y a des gens qui ont quelques jours de congé? Est-ce qu'il y a des petites fêtes? Est-ce qu'il y a des petits, on fait un barbecue, alors on se dit, allez, tous partez plus tôt ce soir. Non, ça, non, ouais. C'est bien ça. Faites continuer. Parce que les heures sup, les payer c'est bien, mais on peut aussi compenser en congé. On est obligé en fait, parce que sinon quand on revient on est encore plus cuit, qu'on est parti. En tout cas c'est ce que j'ai vécu. En tout cas moi ce que je dis souvent c'est plus de repos qu'il y a moins de bugs et c'est quand même un calcul. Parce qu'on peut écrire des bugs au kilomètre, ça c'est vraiment pas un problème. Ouais, sauf que quand il faut résoudre des bugs dans son sommeil, ça vous arrive. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de développeurs qui résolvent des bugs dans leur sommeil. Faut déjà dormir. Bref. Pas mal. Un autre truc encore, alors donc ça c'est ESBZ, c'est une école à Berlin, une école autogérée assez fantastique. Les profs ne sont pas des profs qui sont là pour donner des réponses. Ils sont là juste pour aider les élèves à apprendre par eux-mêmes, à se motiver, à trouver des challenges qui vont les faire grandir. Et voilà. Ils ont toutes les semaines un rituel, c'est un micro dans une salle. Tout le monde est rassemblé et tout le monde, tour à tour, aller prendre le micro et dire merci à quelqu'un pour ce qu'il a fait dans la semaine. Que ce soit pour eux ou pour quelqu'un d'autre. Voilà, juste aller dire merci. C'est un truc fantastique. C'est un effet incroyable sur cette... oui, parce que finalement, autant le stress est contagieux,
Moi, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à vraiment aller très mal et j'étais en déni, mon patron m'a convoqué dans la salle de réunion en me disant écoute, il faut absolument que tu t'arrêtes, tu pourris l'ambiance. Outre la remarque véridique, mais vraiment sous ces mots-là, tu es en train de détruire, outre la qualité incroyable de cette remarque, effectivement, oui, de plus on entend de remarques cyniques et de plus on entretient une ambiance un petit peu délétère au sein des bureaux, plus les gens vont faire la même chose. Alors que le bien-être est complètement contagieux et l'esprit de remerciement, voilà, de juste, comment on appelle ça en français, voilà, bonjour, je représente la bienveillance, merci, la bienveillance envers les uns les autres, bah, c'est fou comme ça fonctionne très très bien et que ça, on s'encourage les uns les autres. Et là-dessus, comment ils font ceux qui réussissent? Ils font les choses différemment. Ils n'ont pas de burn-out. Non, pas trop, je crois. Ah si, ça arrive chez BSM quand même. Ah, oh, alors, en plus, il a écrit des articles. Par exemple, donc, voilà, chez Valve, on disait ils sont recrutés pour le potentiel. Ils ont un bureau mobile aussi. Tu t'installes où tu veux, si tu veux te déplacer, tu te débranches, tu reprends. Voilà, c'est super sympa. Oui, ils sont rentables, on peut dire. Chez Zappos, alors c'est la vente de chaussures en ligne. En fait, ça marche plutôt bien aux États-Unis. Oui, c'est une filiale Amazon. Ouais. Et en fait, à chaque fois que donc, les employés ont 4 semaines de période d'essai, et pendant ces 4 semaines, ils peuvent décider à tout moment, on leur demande pas de se justifier, mais s'ils trouvent que non, l'ambiance de l'entreprise me plaît pas, je me sens pas à ma place ou quoi que ce soit, pendant ces 4 semaines, ils peuvent partir. S'ils partent, ils touchent directement un chèque de $3 000. Il n'y a pas de condition à part partir pendant la période d'essai. L'idée, c'est vaut mieux quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise, vaut mieux qu'il parte, vaut mieux qu'il ait envie de partir, vaut mieux qu'il se sente content de partir, parce qu'il y a des avantages à ça, plutôt qu'il reste. Franchement, vous regarderiez les gens avec qui ça ne marche pas? Mais attends, mais nous on reste, c'est-à-dire que souvent, sous la pression du travail, parce qu'il nous faut absolument avoir un poste, on se dit non mais si, il faut que je reste, il y a quand même des trucs qui sont positifs, mais quelque part en nous, on n'est pas complètement fidèle à nous-mêmes, on est en train de se dire ah, il y a une tension, je vais rester quand même. Le nombre de fois où on se dit ça, qu'on n'est pas soutenu nous-mêmes en tant que personne dans la démarche de se dire non, je ne vais pas être bien ici, je ne vais pas être bien pour moi, pour eux, je ne vais pas être bien. C'est quand même vachement rare. Voilà. D'ailleurs, chez AES, alors eux, c'est de l'industrie. Non, c'est de l'énergie. Ils ont des centrales partout dans le monde, mais partout. Ils rachètent des usines à tour de bras. Certaines usines qui ont été rachetées par l'organisation sont passées de 10 niveaux de management, 10 strates différentes en une seule, en un an. Est-ce que vous imaginez le truc? C'est-à-dire que sur des... Voilà. Donc, prenez une usine, il y a 500 personnes et il n'y a plus de manager. Il y a un dirigeant. Ah, c'était bizarre. Et tout le monde décide, tout le monde participe au processus de décision, tout le monde fait son truc, tout le monde est responsabilisé. C'est quand même assez fou. Quand on leur dit non, mais ça va. Souvent, les gens dans ces usines-là leur disaient non, mais vous savez, vous l'avez déjà fait 10 fois dans le monde entier, mais ça ne marchera pas chez nous. Parce que nous, on a vraiment une culture beaucoup trop forte de la hiérarchie. Non, avec le système des castes, ou ah non, mais vous comprenez, avec le régime politique qu'on a, ils ont racheté des usines en Inde, en Russie, etc., en Amérique latine, partout, partout. À chaque fois, ça marche. Bon, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui restent. Et l'entreprise devient rentable très rapidement. Est-ce que c'est chez eux le coup du dirigeant qui avait pris une décision et qui s'est fait... Non, c'est encore un peu plus... C'est plus tard, autant pour moi. On va parler de Gore-Tex, tiens, vous connaissez tous, hein, vous en avez porté, j'imagine. Chez Gore-Tex, sur les cartes de visite, il y a écrit associé. Il n'y a pas d'autre titre possible dans l'entreprise. Ça change tout dans la tête, hein. Vous imaginez? Et un autre truc, c'est qu'ils ont 150 places de parking par site, maximum. Quand les voitures se gardent sur les pelouses, ils essaiment, comme les abeilles. Ils disent, voilà, il faut qu'on trouve d'autres locaux, et puis on va prendre une partie de l'équipe, et on va aller ailleurs. Et voilà, ça permet, en fait, ça permet que les personnes travaillent ensemble, vraiment ensemble. C'est-à-dire que les personnes qui reçoivent les produits qui viennent du SAV puissent aller voir les gens qui sont sur le développement des produits pour dire non, ça marche pas, là, ça fait 10 fois qu'on en retourne la même journée, ça marche pas. C'est tout bête, hein, mais ça marche. Ah oui, c'est chez Favi, c'est chez eux, exactement. Ils sont super rentables, voilà, ils sont 400 ou 500, je sais plus. J'aime bien, alors sur leur site, il y a quelque chose qui est assez incroyable. 0 panne, 0 pollution, 0 accident, 0 retard. Et le pire, c'est que c'est pas juste
oui, alors le CHSCT a mis la pression, il faut qu'on ait des objectifs, il faut qu'on dise des jolies choses sur le site internet parce que vous comprenez, on a une certification qui nous permet d'avoir de l'argent. Non, 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 c'est pas une posture chez eux, c'est une façon, c'est une raison d'être. On va vous en parler encore de la raison d'être. La raison d'être de sa vie, c'est ça. Les 400 salariés, donc, c'est des petites équipes autonomes qui constituent des mini-usines et il n'y a pas d'intermédiaire entre ces équipes-là et le directeur. Ils sont tous, chacun a la responsabilité d'entretenir sa machine et de prendre les décisions. Et de livrer à son client. Voilà. À un moment, il y a un gars, un ouvrier, qui est sorti qui a vu qu'il y avait des pièces défectueuses qui sortaient de la machine. Il a fait OK. Bah, il a arrêté la machine et il est allé voir toutes les pièces qu'il avait livrées. Il est en Allemagne, il est allé voir le client, il a regardé toutes les pièces qui avaient été livrées pour s'assurer qu'il n'y avait pas une seule de défectueuse. Personne ne lui avait dit de le faire. Il l'a fait parce que c'était sa motivation de livrer des choses de bonne qualité. Sa mission. Et concrètement, le client derrière, ils n'ont plus jamais choisi une autre prestataire. Oui, alors oui, ils sont français, c'est la seule entreprise qui ne délocalise pas. Oui, ils sont rentables. Même au milieu de la crise automobile, avec la crise du pétrole, ils ont quand même réussi à garder leurs employés et à rester rentables. Pas beaucoup. SoundsTrue, ça c'est une autre... alors, rien à voir. SoundsTrue, c'est une entreprise qui parle qui diffuse en fait des vidéos, des enregistrements, des méditations, etc., qui diffusent des choses liées au bien-être et à la spiritualité. Et donc, ouais, les nouveaux employés, on leur dit, par contre, ici, il faut que vous soyez vous-même. Vous n'avez pas le droit de jouer un rôle, de jouer le travailleur professionnel, qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de vision politique, de vision pour la planète, etc. Entre parenthèses, il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vécu ou le vivent, Action demande de simplement mettre leur hobby, leur croyance au placard. Moi, j'avais des clients dans des industries très spécifiques qui avaient des croyances parfaitement diamétralement opposées à ce qu'ils devaient soutenir dans l'entreprise et qui vivaient plutôt mal, même assez mal, mais qui du coup restaient et juste fermaient leur bouche, quoi. Ils allaient au travail en disant « Ah, encore création de tension, mais donc qu'est-ce que vous voulez là? Il faut bien bosser, quoi. » Eh ben non, pas chez eux. Chez eux, si vous faites ça, vous vous faites virer, en fait. Les gens qui n'arrivent pas à être eux-mêmes, pleinement eux-mêmes, ne tiennent pas. Mais c'est pas grave, l'entreprise est rentable. Et petite anecdote aussi, ils viennent avec leurs animaux de compagnie, les chiens, les chats, tout ça. Voilà. 20 chiens dans l'entreprise. C'est sympa. Alors, Heiligenfeld, c'est... Alors là, ça n'a rien à voir. C'est... ça peut vous paraître un peu bizarre, on est dans une conférence technique, on parle d'une entreprise, c'est un hôpital psychiatrique en fait. Mais concrètement, pour éviter les réunions où les gens s'énervent et s'attaquent, s'agressent les uns les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des cymbales chinoises, des songcha là, et en fait ils s'en servent. Il y a quelqu'un qui est toujours dans la réunion, qui a la responsabilité des cymbales, qui doit dire je vais faire sonner les cymbales, et qui fait sonner les cymbales en fait quand il sent que la discussion devient agressive. C'est génial, parce que du coup les gens maintenant, il suffit qu'on voit la main s'approcher des cymbales pour que ah ouais non, je suis en train de t'agresser là, d'accord. Et en fait l'idée c'est quand les cymbales ont sonné, il faut attendre qu'elles arrêtent de faire du bruit pour reprendre la parole. Ça marche très longtemps ces cymbales-là. C'est tout petit, mais ça fait un bruit pendant 5 minutes. 5 minutes d'auto... de réflexion à l'intérieur, c'est quand même particulièrement long en réunion. Mais ça permet d'éviter justement les agressions, parce que voilà, c'est important aussi de ne pas se taper les uns sur les autres. Source de tension, exactement. D'ailleurs oui, voilà, dans toutes ces entreprises, la caractéristique principale quand même, c'est que les gains réalisés, mais c'est important, c'est génial, en termes de temps de travail non passé à contrôler, donc contrôler les horaires, les actions, les résultats d'un management, quoi, sont largement supérieurs aux écarts qui peuvent avoir lieu, ceci étant de plus en plus rare au fil du temps car la confiance amène la responsabilité de chacun. Voilà, on ne force pas la responsabilité, on ne donne pas des responsabilités qui sont un petit peu, même carrément absurdes parce qu'il n'y a pas les moyens de les réaliser. Non, on fait confiance aux gens de manière naturelle et les responsabilités viennent toutes seules. On n'est pas en train de vous donner une solution complètement toute faite parce que, évidemment, des gens ont besoin de structure, il y a des personnes parmi nous qui ont besoin, qui se sentent bien dans le salariat, pas de problème. J'ai rencontré quelqu'un hier qui me disait c'est marrant, moi non, je veux pas faire comme toi, je veux pas passer du salariat à l'entrepreneuriat, je veux faire le contraire, je veux un boulot où j'ai de la structure et où j'ai de la sécurité. Très bien, sauf que même dans un boulot structuré et sécuritaire, on retrouve le fait que si on fait confiance aux gens,
ben, ils arrêtent d'abuser. Et si tout le monde, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, le stress est contagieux, le bien-être aussi, si tout le monde agit correctement, c'est incroyable de voir comme, ben, par exemple, les voitures de fonction, chez Favi, je crois, ils ont des voitures de fonction. C'est pas pour les gens, enfin pour certaines personnes, c'est pour tout le monde. Il y a une flotte de voitures de fonction qu'on utilise pour travailler. Voilà. L'avantage incroyable, c'est que chacun les utilise de manière responsable. Et ça se passe super bien. Il n'y a pas besoin de contrôle. Incroyable. Un petit accident, une fois quelqu'un a volé une perceuse, il y a eu un message qui a dit, vous savez, je virerai directement la personne qui vole, quoi que ce soit, même si c'est un clou, même si c'est un post-it. Voilà. Et plus jamais eu un seul truc de voler ensuite. Et la perceuse est revenue. Et la perceuse est revenue, bien sûr. Tout fini. Ouais, on avait vu un triangle tout à l'heure, en voici un autre. Mais cette fois-ci, c'est celui de l'holacratie, donc on vous en parle beaucoup, mais concrètement, après, vous n'êtes pas obligé de passer au système holacratique, hein, on vous oblige pas, même si c'est une super idée. Non, si. Moi, je vous oblige, perso. Bon, voilà. Dans l'holacratie, il y a trois composantes importantes. Il y a l'autogestion, la plénitude et la raison d'être. L'autogestion, c'est ça, c'est quand une fois qu'on a libéré en fait, les contraintes de la hiérarchie, etc., on se retrouve avec de l'autogestion, des équipes qui décident elles-mêmes ce qu'elles doivent faire, en contact avec le client, par exemple, comme chez Favi. On a de la plénitude parce que les gens sont pleinement eux-mêmes. C'est pas juste un collègue remplaçable, un clone. On les incite à être eux-mêmes, on les incite à venir au travail avec tout ce qu'ils sont en tant qu'être humain. On peut pas. Enfin, je sais pas. Moi, j'y arrive pas en tout cas. Je suis toujours venue au travail avec l'intégralité de ma personnalité. Ça a été souvent problématique. Et aujourd'hui, je me suis sentie très très mal pendant des années à devoir laisser au placard certains aspects de personnalité parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je travaille avec tout ça. Voilà. Bref. Et puis la raison d'être. Ouais. C'est des entreprises. Patagonia aussi, par exemple, qui est étudié dans le bouquin que j'ai lu là. Patagonia, c'est une entreprise qui des fois prend des décisions complètement à rebours de tout ce qui pourrait être logique. Ils décident, bah tiens, on va dire à nos clients d'arrêter d'acheter, enfin, de ne plus acheter nos produits parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils gardent le produit de l'an dernier, parce qu'il était très bien aussi. C'est marrant, c'est pas dirigé par les chiffres. Oh, incroyable. Non, mais ceci dit, oui, la raison d'être, c'est pas juste une posture, c'est pas une posture, voilà. C'est ça. Il y a énormément des milliards d'entreprises qui justement ont des raisons d'être, ont des objectifs, ont des positionnements, des manifestes, mais qui en fait ne sont pas ni vécus par l'entreprise elle-même, ni vécus par les salariés, qui ont du mal à y adhérer, parce que souvent c'est de la communication simplement, voilà. Vous avez vu, les machins s'engagent, Erta s'engage, Monoprix s'engage. Incroyable comme les gens peuvent s'engager, c'est fantastique. Et derrière, voilà, totalement, voilà, regardez, voilà, les entreprises qui changent de nom. Le Crédit Lyonnais, souci, hop là, LCL, boum, nouveau logo, ouais, c'est génial, oh, trop bien, on a un slogan trop. Non, la raison d'être de l'entreprise régit ça, comment on appelle ça, mais son fonctionnement en fait. Et il y a des entreprises même holacratiques ou dans le système dont on parle, qui, quand la raison d'être a été résolue par l'action de l'entreprise, elle s'arrête. L'entreprise n'a plus de raison d'être si la raison d'être a été résolue. Donc l'entreprise s'arrête, ça arrive. Il y a beaucoup de boîtes qui, en cours de route, changent de stratégie, de slogan, même de substance, enfin de manière d'agir, juste parce que, non, mais alors ce truc-là, ça fait plus de chiffres. Bon, on va faire un autre truc. Oh, ça fait plus de chiffres non plus. Juste pour être pérenne et pour survivre et pour continuer à gagner de l'argent, on change totalement, on rachète des boîtes, on fusionne des trucs, on s'en fout, on change de méthode, rien à faire. Non, là la raison d'être c'est qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et si on l'a réussi, on arrête. Vraiment, c'est bien beau tout ça, mais voilà. On fait quoi si on se sent en danger? Parce qu'on a beaucoup parlé d'exemples. On a parlé d'exemples là où ça marche, où les gens se sentent bien, mais allez, 5 actions concrètes pour modifier votre vie et étouffer le burn-out. Elle mieux rapidement. Quand même, on aimerait bien que vous partiez avec des bonnes solutions pour vous, pour les gens autour de vous, voilà. Que ce soit vos collègues, que ce soit votre famille, etc., vos amis. Ça peut arriver de voir des gens et de se dire mais là, il faut qu'ils s'arrêtent. Soyez convaincants, on me l'a dit, de m'arrêter. Avant de mettre l'holacratie en place, bien sûr, parce que si vous mettez l'holacratie en place, entre autres, d'autres systèmes, si vous réfléchissez là, il n'y aura plus de burn-out en fait. Mais bon, bref. La première action, c'est de s'exprimer. Dire ce qu'on vit, dire ce qu'on ressent, c'est indispensable. Des fois, les gens peuvent marcher pendant des kilomètres avec un petit caillou dans leurs chaussures, et ils boitent de plus en plus, ils ont des plaies ouvertes, mais concrètement, s'exprimer, c'est juste crucial. Alors l'image du caillou, j'aime beaucoup, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'avais un caillou dans ma chaussure, puis tous les jours, le caillou était un peu plus gros. Alors, au début, je marchais bizarrement, puis alors à la fin, je boitais carrément. Les gens autour de moi se disaient, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Moi, je disais, et je souffre, enfin, c'est horrible, j'ai du sang dans ma main. Virtuel, du sang dans ma chaussure.
le caillou ne se voit pas. Vous souffrez comme un idiot. Donc, et les gens se disent, c'est quoi son problème? Eh ben non, j'étais en train de souffrir. Bref, exprimez-vous. Rendez-vous à l'évidence. Et puis prenez du recul aussi. Des fois, on a vraiment la tête dans le guidon, on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'écrire plus de bugs que de code, de faire plus de problèmes qu'autre chose. C'est indispensable de prendre du recul, de respirer, de prendre des vacances, parce que souvent, les projets, quand ça ne va pas, on se met en retard, et du coup, le projet d'après aussi commence en retard. Enfin, c'est des dominos, hein. Une fois qu'on a commencé comme ça. C'est quelque chose qui a bien marché pour moi. Bon, j'avais pas le choix, voilà, arrêt de travail, bon, voilà. Je me suis libérée de tout engagement. J'ai mis en pause, voire arrêté tous mes projets perso. Je me suis dit, non, là t'arrêtes. J'ai annulé tous mes rendez-vous perso pendant un mois. Je me suis dit, tu te focalises sur toi. Ça peut marcher pendant le week-end, ou 2-3 jours. Vous vous dites, ok, là, 2-3 jours, là, c'est bon, j'envoie les enfants chez qui je peux les envoyer, je fais des... Voilà, il faut prendre soin de soi, mais ne serait-ce que quelques jours, parfois, ça... Voilà, moi, j'ai pas pu venir hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé une journée, j'ai vu personne. Et bien, hier soir, ça allait mieux. Prenez soin de vous, quoi. Ouais. Et puis, écoutez votre corps aussi, parce que très souvent, avant que la tête ne comprenne les choses, le corps a dit et redit, avec un mal de dos, avec... Ah, j'en ai plein de dos, Ah bah oui, j'en ai plein de dos, là. Ouais, j'ai toutes les vertèbres bloquées. Ça arrive, hein. Si votre médecin vous dit, oh là là, c'est bizarre ça, vous avez un truc qui commence à venir. Les vertèbres, mais aussi, attraper toutes les gastro du coin. Enfin, il y a quoi encore? Toi, tu passais ton temps chez l'ostéopathe. Voilà. Il me dit, un truc qui vit dans l'oreille, un truc machin. Non, le corps vous envoie des signaux, mais c'est essentiel. On se silencie. Moi, j'étais sur la table. Voilà, nous, on a pour habitude, d'ailleurs, c'est vraiment tellement resté que même maintenant, je le fais, je m'arrête de travailler toutes les 40 minutes. Bon, il y en a qui se disent, c'est 25 minutes, 5 minutes, parfois c'est 50 minutes, 1 minute. Voilà, c'est la méthode Pomodoro. Et maintenant, j'ai le réflexe, toutes les 40 minutes, je me lève, je vais faire un tour, je bois un coup, je vais sur ma terrasse, je regarde le ciel. C'est bien, c'est bon pour les yeux aussi. Voilà. Bref, mais bon, oui, faut le faire, quoi. N'ignorez pas les symptômes. Les bons écrans. Aménager. Vous pouvez tout à fait changer certaines choses. À très court terme. Des photos, voilà. Mais c'est pas du... Voilà, ça reste temporaire, hein, mais vous pouvez essayer de dire, je vais peut-être passer à 4 jours sur 5 au lieu de 5, là, parce que je peux pas prendre de vacances 2 semaines, parce que c'est pas possible, parce que c'est pas intéressant, mais... On en parlait d'ailleurs mercredi soir avec toi. On disait, il y a des techniques, peut-être solliciter votre manager, dites-lui, là, il y a des choses que je ne peux plus faire. Donc, est-ce que tu peux déléguer ça à quelqu'un d'autre temporairement pour que je puisse reprendre un petit peu le cours de ma vie, de ma vie professionnelle, de mon rythme? Ou alors, est-ce qu'on peut juste ne plus me charger de ça et puis pendant quelques jours, je vais partir un peu plus tôt le soir et il faut souffler, quoi. Voilà. C'est possible de le faire. Personnellement, j'ai eu un déménagement. Le déménagement, on a un jour autorisé, je crois que c'est dans les textes de loi. On peut vous donner un jour. Je ne sais pas si vous imaginez, avec ma gamine et tout ça, j'ai rempli un 20 tonnes. Non, un 2 tonnes. 30 mètres cubes. 30 mètres cubes, un camion monstrueux, avec toutes mes affaires. Il y a eu, pour 3 mois de recherche d'appartement, j'ai rien trouvé. J'avais une angoisse qui montait parce que je me suis retrouvé sans appart. J'avais 2 semaines pour trouver un appart et déménager dedans. C'était juste l'angoisse extrême. Et en même temps, j'avais des bugs au bureau. Il fallait tous les jours que j'arrive et que je corrige des bugs en plus. C'était... Voilà, il aurait peut-être fallu que je sois dégagé du projet, ou j'ai un peu plus de temps, je ne sais pas. Exactement. Et puis débusquer les tensions, fuir la négativité. C'est pas facile, hein. Des fois, vous avez des gens dans votre famille qui ont du mal à garder les choses négatives pour eux. Ils ont besoin d'en parler, de ventiler, tout ça. Vous n'êtes peut-être pas la bonne personne à ce moment-là. C'est pas grave. Vous pourrez revenir discuter avec eux, mais ne laissez pas vous mettre la tête sous l'eau trop longtemps. C'est relativement simple et clair de dire à quelqu'un, écoute, je suis vraiment désolée, même de ne pas s'excuser d'ailleurs, parce que c'est pas de votre faute. En ce moment, je ne vais pas bien, je suis pas en capacité de t'aider, je dois me concentrer sur moi-même, donc je peux pas t'appeler pour le moment. Je te propose qu'on se revoie dans quelques semaines, mais pour l'instant, je peux pas. Voilà. C'est pas trop dur. Si vous y arrivez, c'est encore mieux. Lâchez prise. Le temps file. La seule solution des fois réside dans un arrêt ou un changement de travail. Oui. On vient de le dire et de le redire. Ouais, parfois on se bat, mais non, il faut juste partir. C'est les psychologues qui le disent, hein, c'est pas nous. Ouais. Alors vous avez des contacts utiles, la médecine du travail, l'association France Burnout. On a rencontré l'association Tout Français Travail. Fantastique. Tout un programme, juste le nom de l'association. Ouais. Extraordinaire.
Des gens qui sont sensibilisés sur les problématiques de souffrance au travail, qui ne vont pas jusqu'au burn-out, mais juste si vous avez des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre, c'est des gens fantastiques. Super. Et sachez également que si vous n'avez pas de délégué du personnel dans votre entreprise, il y a des conseillers du salarié qui sont externes aux entreprises, qui sont sollicitables. Moi, je me suis fait accompagner par un conseiller du salarié dans toutes mes démarches. C'est des gens qui connaissent la loi, qui sont... Tiers médiateur, par exemple. Exactement. Pour tous les entretiens, c'est vraiment... Et puis, les psychologues spécialisés, n'hésitez pas à consulter. Hein, c'est pas, enfin, voilà, j'en ai marre qu'on les maladies mentales soient complètement ignorées ou comment on appelle ça, shamed. On s'en fout, vous avez compris. Bon, en fait, ce qu'on voudrait, c'est qu'on change tous notre manière d'envisager le travail et même la société. Parce qu'il faut faire changer les choses. Parce que si une personne sur 5, un salarié sur 5 est en burn-out, il y a un problème. C'est pas que de sa faute. C'est pas que de sa faute. Donc on a pas mal de petites choses à vous faire méditer. J'ai oublié de déclencher l'animation. Voilà. Alors il y a un gars, il y a un petit moment qui disait la vie c'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est beau, hein. Donc apparemment il y avait déjà des problèmes de retard de livraison à l'époque. Donc apprenez hein, les... Et la suite, c'est qu'on est tous différents et pourtant on s'insère tous dans un système qui est quasiment à peu près tous le même. Je sais que certaines entreprises ont plus de flexibilité pour mettre en place des choses qui sont plus sympas. Non, on n'est pas dans un système qui est vachement rigide. Et si on n'était juste pas fait pour ce système ou cette entreprise ou ce poste, voilà, posons-nous la question, remettons-nous en question. Et si on n'était pas des pingouins, des pingouins, moi je me sens comme un manchot sur la banquise, si voilà, je tombe, je trébuche alors que je suis super bien dans l'eau, mais du coup j'ai pas encore trouvé mon eau. Voilà, par exemple. Peut-être que c'est à nous en fait de réinventer tout ça. Peut-être qu'il faut uberiser le travail. Non, pardon. Non, peut-être qu'il faut réfléchir effectivement à comment faire changer les choses. Il y a une question qu'on se pose souvent, c'est un job, une carrière ou une vocation. Si on ne vous payait pas, est-ce que vous viendriez pour travailler? Vous voyez, il y a des jours, je venais, mais je me foutais qu'on payait. C'était pour un client comme ça, mais je travaillerais même la nuit, et même le week-end s'il faut, et même sans être payé, je m'en fous, c'est important. Il y a plein de gens dans les professions du soin, notamment, qui font ça. Dans les professions aussi d'enseignement, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des moyens ridicules dans le cadre juridique aussi. Tu te souviens, en 2014, on venait, on n'aurait pu pas être payé. C'était une année fantastique. À l'agence, on avait vécu des choses vraiment géniales. On nous faisait confiance, et puis bon, vous voyez, même dans ces conditions, on arrive à faire un burn-out plus tard, faire des choses. Mais on serait venu sans être payé. Sincèrement, moi, je serais venu sans être payé. Bref. Ouais, c'est l'heure. Ouais. Si elle est bien, celle-là, si, parce que oui, chaque personne qui est en face de vous, elle mène une bataille dont vous n'avez pas conscience. Voilà. Donc si elle est méchante, si elle est empathique, si elle est plus empathique, posez-vous la question, peut-être qu'elle est pas bien en fait. On va vous lâcher. Ouais, voilà. Mais voilà. Des fois, il ne faut pas forcer les gens à changer, mais juste changer les circonstances, l'habitude, ça peut marcher. Montrez l'exemple. Ce bouquin-là, on l'a ici, si vous voulez, il est téléchargeable, vous pouvez l'acheter en e-book, vous pouvez l'acheter en papier, Pay what you want. Voilà. Vous pouvez aussi le télécharger et décider de combien vous le payez en anglais. Voilà, on l'aura ici, si vous voulez, n'hésitez pas à venir me poser des questions après. Et pour une... Il y a conférence de Frédéric Laloux, Frédéric Laloux, on vous mettra les références. Allez voir sur internet, elle dure trop longtemps sa conférence, 1h45, c'est passionnant. Passionnant, ce mec, c'est celui qui a écrit, voilà, Frédéric Laloux, fait ça. Au bout de 5 minutes, j'étais là, wow! Pareil. Il a appris un truc, là, je l'imaginais même pas. Et, 1h45, c'était fini. 1h45, j'ai pleuré 3 fois dans la conférence. C'est vraiment impressionnant. Le bouquin, c'est ma Bible. Je dors dessus depuis 2 mois. Et voilà, pour terminer, le burn-out, on en sort par le haut ou par le bas. À vous de choisir. Il est là. Voilà. Essayez. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions, mais en tout cas, n'hésitez pas. On est là, on est repérable en général. Attrapez-nous pendant la pause repas si vous voulez qu'on discute. Oui. Voilà. On aime bien parler du burn-out. Pardon.